J'ai affaire à un système avec une température très finement ajustée sur une valeur donnée, et si je m'en écarte un peu, le système se met à faire n'importe quoi. Eh bien, le climat est, malheureusement pour nous, dans la deuxième catégorie. C'est-à-dire que si vous regardez l'évolution naturelle de sa température sur des plages de temps un peu longues, vous avez affaire à un système très finement ajusté où la moyenne varie très peu. Alors vous avez ici une traduction de ce que ça signifie sur le dernier millénaire. Cette plage en gris représente par rapport à un zéro qui est la moyenne planétaire de l'année 1990, la manière dont a varié la température, alors là en l'occurrence pas de la planète dans son ensemble, mais de l'hémisphère nord. Comme c'est pas fait avec des thermomètres, parce que le thermomètre a été inventé là, donc quand vous êtes ici, il n'y a pas de thermomètre, donc c'est une température qui est reconstituée avec des analyses physiques de toute nature, dont les fameuses expéditions que M. Jouzel est allé faire en Antarctique, parce qu'en analysant la glace de la calotte, vous avez des informations sur la température des époques passées. On utilise également les cernes d'arbres, on utilise également des dépôts dans les stalactites, enfin bref, il y a tout un tas de méthodes qu'on peut utiliser pour regarder comment c'était. Mais comme c'est des analyses, vous avez une barre d'erreur. Et comme pour ceux d'entre vous qui ont droit à des analyses dans leur champ, une barre d'erreur, plus ou moins quelques pourcents. Donc la température a évolué là-dedans. Vous voyez que même avec la barre d'erreur, globalement, c'est quelque chose qui est assez stable à l'échelle d'un millénaire. Et en fait, vous verrez tout à l'heure que si vous remontez plus loin encore, ça reste quelque chose d'assez stable. Ici, vous avez la variation du XXe siècle. Alors vous voyez qu'elle est déjà nettement marquée par rapport à l'évolution des temps anciens. Et cette température, en fait, j'y reviendrai tout à l'heure, nous n'avons pas fini d'en voir toutes les conséquences, quand bien même elle s'arrêterait maintenant. D'accord ? Même si elle devait s'arrêter maintenant, il y aura encore des conséquences à suivre que nous n'avons pas encore vues. Mais surtout, le vrai débat dans cette histoire, c'est pas tellement est-ce que le changement climatique est déjà là, en l'occurrence on est capable de dire oui, c'est quid pour l'avenir. Hein ? Vous savez, quand vous commencez à vous mettre dans ce qu'on appelle une mauvaise passe, la bonne question c'est pas tellement est-ce que c'est inconfortable à l'instant T, c'est où est-ce que ça vous entraîne. Hein ? Et bien là c'est exactement pareil. En imaginant que les émissions mondiales restent simplement constantes, vous voyez que le système se déplace à une vitesse qu'il n'a jamais connue sur le dernier millier d'années, en fait, qu'il n'a jamais connue depuis que les hommes se sont sédentarisés. Donc sur les 10 derniers milliers d'années, depuis que les hommes sont sédentaires, le système climatique ne s'est jamais déplacé à cette vitesse-là. Jamais. Et si on va vers une civilisation reposant largement sur le charbon, ce qui est très exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment, eh bien, le déplacement du système sera encore plus rapide. Alors ça, évidemment, c'est à supposer qu'il n'y ait pas de processus de régulation un peu violent qui s'applique sur cette période. Quand dans les processus de régulation un peu violents, je ne pense pas tellement au climat, je pense à d'autres trucs qu'on se ferait à nous-mêmes, qui feraient que les émissions baisseraient beaucoup plus vite que ce qu'on a dans un scénario croissant. Donc vous voyez, quelques degrés, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'évolution naturelle du climat à l'échelle du millier d'années, et on verra plus tard que même si on remonte plus loin dans le temps, c'est vrai. Ce graphique, je vous le montre pour répondre à quelque chose que vous avez peut-être entendu récemment dans la presse, qui est le réchauffement s'est arrêté. Alors, si on mesure la moyenne des températures de l'air, je précise de l'air, effectivement, sur les 10 dernières années, la température s'est arrêtée de croître. C'est pas pour autant que le réchauffement s'est arrêté, c'est tout simplement que le réchauffement de la planète va pour partie chauffer l'air et pour partie chauffer l'océan. Et en fait, la partie qui va chauffer l'océan, c'est l'essentiel de la chaleur supplémentaire que l'atmosphère nous envoie. Vous voyez, tout ça là, c'est le chauffage supplémentaire de l'océan, et ça, c'est le chauffage supplémentaire de l'atmosphère. Il suffit que pendant quelques années, à cause de la variabilité de la circulation océanique, ou à cause d'un processus de variabilité climatique tel qu'il y en a à l'échelle de la dizaine d'années, l'aiguillage entre ce qui chauffe l'eau et ce qui chauffe l'air change un peu, et on peut avoir en apparence l'impression que le processus s'est arrêté, tout simplement parce que le réchauffement, pendant une dizaine d'années, va essentiellement dans l'eau et puis dans l'air. C'est pas pour autant que le truc s'arrête. Il s'exprime juste d'une manière un peu différente. Je vais revenir à mes quelques degrés. Voilà l'Europe s'il n'y a pas de Bretons et très accessoirement le reste des Européens. C'est vrai que ça nous fait une belle jambe, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe à ce moment en Europe ? Voilà les écosystèmes installés sur l'Europe. Il y a de la forêt partout.
Il y a de la forêt méditerranéenne, là où il fait chaud et raisonnablement sec l'été. Il y a de la forêt tempérée sur l'essentiel de l'Europe. Et sur les parties nord, ou sur les parties les plus sèches du centre, ou froides, les Alpes, eh bien, vous avez de la forêt de conifères. Et puis là, il y a une petite partie de l'Europe où il fait trop sec pour qu'il y ait de la forêt, et à ce moment, vous avez de la steppe. Donc l'essentiel de tout ça, c'est très hospitalier, et si vous coupez la forêt et que vous faites pousser des céréales, ça pousse bien, il pleut suffisamment, etc. Voilà l'Europe il y a 20 000 ans. Alors j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Il y a 20 000 ans, il n'y a plus la Manche. Disparu, la Manche. Pourquoi est-ce que la Manche a disparu? Tout simplement parce qu'il y a 20 000 ans, nous sommes au dernier maximum glaciaire. C'est quoi le maximum glaciaire? C'est on est au plus froid de la température pendant l'ère quaternaire. Vous savez, pendant l'ère quaternaire, vous avez des glaciations, des glaciations, glaciations, des glaciations. Quand vous êtes en glaciation, au moment où il fait le plus froid, on appelle ça un maximum glaciaire. Voilà l'Europe du dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans. Alors, plus froid, vous le savez, c'est plus sec. Il pleut beaucoup moins. Et donc, l'Europe, d'abord le trait de côte a changé, j'y reviendrai après, l'Europe n'est couverte essentiellement que d'espèces qui survivent quand il fait sec. Vous avez là un peu de réserve de mohicans, là, un peu de forêt là, un peu de forêt là. Sinon, vous avez essentiellement des graminées. Le trait de côte, il se balade maintenant ici, donc vous pouvez aller, enfin, ou les Français plus exactement, peuvent aller fiche la pâtée aux Anglais et aux Gallois sans prendre au tunnel, sans traverser la Manche, il n'y a plus de Manche. Et vous avez ici une calotte glaciaire considérable, quelques kilomètres d'épaisseur. Vous avez sa petite cousine sur le Canada, quelques kilomètres d'épaisseur aussi. Et la constitution de ces calottes a pris tellement d'eau dans l'océan que le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres. Fin des Anglo-Normandes. Je suis très triste, moi j'aime beaucoup les Anglo-Normandes. Fin de la Manche, les Ouessantins ne sont plus des Iliens, voilà, fini tout ça. La différence entre ces deux paysages, c'est 5 degrés de moyenne planétaire. La déglaciation qui a amené le paysage de gauche vers le paysage de droite, ça n'est que un réchauffement planétaire de 5 degrés. Pas 50, 5. Ça s'est appliqué à une humanité nomade de quelques millions d'individus, pas syndiqués, se contrefoutant de la valeur de leur patrimoine immobilier et vivant 20 ans à la naissance. Et pas en démocratie. Le même genre de transition appliquée à 7 milliards d'individus sédentaires, se contrefoutant pas du tout de la valeur de leur patrimoine immobilier, parfaitement syndiqués, votant, y compris avec tous les malentendus qui peuvent s'emparer d'eux, je ne pense pas que ça fera une transition très sympathique. Non seulement je ne pense pas que ça fera une transition très sympathique, mais je suis à peu près prêt à parier toutes mes économies que si on fait ce genre d'expérience, ça se terminera dans le chaos et la confusion. D'accord ? Ça se terminera dans le chaos et la confusion. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat de ce genre de truc? Comme c'est une expérience qu'on fait pour la première fois, je sais pas, un certain nombre de gens dans cette salle ont déjà fait des expériences pour la première fois au cours de leur vie, vous savez qu'en général ça donne jamais exactement le résultat attendu. Donc là, c'est une expérience qu'on fait pour la première fois, grandeur nature, sur le système le plus complexe qu'on puisse imaginer. La seule chose de sûr, c'est qu'on peut pas voir tous les coups venir à l'avance. Ne demandez pas à la science de vous faire un inventaire très précis, comme le menu au restaurant, vous savez, vous avez les prix avec les dizaines de centimes d'euros, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. D'accord ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des conséquences qu'on peut qualitativement évaluer. Donc il y aura des conséquences sur les écosystèmes installés, ça a déjà commencé. Il y aura des conséquences sur la biodiversité des agents pathogènes. Ça, là aussi, vous avez des remontées vers le nord, des trucs qui commencent à se voir. Enfin, vers les pôles, exactement. Il y aura une conséquence sur le niveau de l'océan, pour une raison très simple, c'est que l'eau chaude se dilate. Et par ailleurs, quand vous faites fondre des calottes posées sur la Terre, qu'il s'agisse des glaciers de Chamonix ou du Groenland, ça fait monter le niveau de l'eau, ça fait monter le niveau de la baignoire. Et la montée des eaux, soit dit en passant, a toutes les chances de produire des conséquences au cours d'événements type Xynthia ou Katrina. C'est à ce moment-là que vous en verrez des conséquences. C'est pas un truc comme la marée qui monte et puis vous déplacez votre serviette et vous faites un peu mouiller les doigts de pied et mais c'est pas très grave, on va se mettre un peu plus loin. Non, c'est pas comme ça. La montée de l'eau rapproche doucement les infrastructures, toutes les infrastructures, les ports, les routes, les voies de chemin de fer, les centrales électriques, les usines, etc. Tout ça est rapproché du niveau de l'eau et à l'occasion d'un événement quel qu'il soit, crac, vous avez quelque chose, une ville, Noirmoutier, etc. Et crac, à l'occasion d'un événement un peu violent, vous avez un phénomène très discontinu
Et le monde entre avant et après est très différent. Hein, si vous allez demander aux gens de la Nouvelle-Orléans, ils l'ont compris. Vous allez avoir une augmentation des épisodes secs et chauds. Soit dit en passant, celui qu'il y a eu en Russie en 2010 a, à mon avis, été un déclencheur direct des révolutions qu'il y a eu au Maghreb. Ça a été un déclencheur direct, parce que ça a conduit la Russie à cesser ses exportations de céréales sur le marché mondial. Et le marché mondial de céréales est un marché très étroit. C'est 10% de la production mondiale, dont dépend crucialement la Tunisie et l'Égypte. Hein, je pourrais y revenir s'il y a des questions. Vous allez avoir une modification de la circulation à grande échelle des océans, et enfin vous allez avoir une modification de tout ce qui va se passer sur les phénomènes dits extrêmes. Alors les phénomènes extrêmes, c'est quoi en termes physiques? C'est une restitution d'énergie rapide de la surface à la haute atmosphère. Hein, c'est un phénomène convectif puissant. Là-dedans vous mettez les ouragans, les tornades, les orages, tout ça c'est des phénomènes convectifs très puissants, les cumulonimbus, etc. Et vous allez augmenter ou bien le nombre, ou bien la taille, ou bien la durée de survenance, ou bien les zones de survenance. Enfin, il va se passer quelque chose, d'accord? Dans le détail, personne ne peut vous dire, mais il va se passer quelque chose sur la combinatoire pour ces phénomènes. Il y a également un risque de déstabilisation du Groenland et d'une partie de la calotte antarctique à l'échelle de quelques siècles. On va acidifier l'océan. Quand l'océan absorbe une partie du CO2 émis par les hommes, il s'acidifie. Pour ceux d'entre vous qui ont lu des romans de Jules Verne, vous savez que chez Jules Verne, on appelait le CO2 l'acide carbonique. Hein, pour une raison très simple, vous le mettez dans l'eau, il acidifie l'eau. Or, il se trouve que le pH océanique est remarquablement stable depuis 25 millions d'années. 8,1, bouge pas. Hein, beaucoup mieux que les limitateurs de vitesse sur les voies rapides. Qu'est-ce qui se passe si le pH océanique perd quelques dixièmes d'unité? Personne ne sait. C'est très simple, personne ne sait. Donc il y a des gens qui font des conjectures, ils disent bah, peut-être que c'est grave, peut-être... Mais en fait, personne ne sait. Et enfin, il y a des endroits où le phénomène pourrait s'emballer parce qu'il y a du carbone qui a été immobilisé depuis longtemps dans les sols ou dans les régions arctiques qui pourrait être relargué à l'occasion de ce processus. Donc ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça. Comme on est en train de faire une expérience grandeur nature pour la première fois, nous aurons, plus le temps passera, plus nous aurons des surprises. Alors une surprise, elle a deux caractéristiques. Elle est désagréable et on ne l'a pas vu venir à l'avance. Sinon, c'est pas une surprise. Il y a une partie des choses qui vont se produire pour lesquelles il y aura en plus des malentendus parce que les gens ne feront pas le lien entre la cause véritable et ce qu'ils observent. Je vous disais tout à l'heure, le stress qu'il y a eu, vous savez, le prix des céréales en 2010 a été multiplié par 2 sur les marchés mondiaux. C'est en lien direct avec l'effondrement de l'exportation russe. La Tunisie, je vous le disais tout à l'heure, importe la moitié de ses céréales, bon an mal an. L'Égypte en importe un quart, c'est un des plus gros importateurs de céréales au monde. Nous sommes début 2011, d'où viennent les recettes de la Tunisie et de l'Égypte? Du tourisme pour une large part, c'est le premier poste du PIB en Égypte, ça doit être entre le premier et le troisième en Tunisie, je ne sais pas exactement. Et en 2011, où sont les touristes? Ben, ma foi, ils sont restés chez eux, puisque nous sommes dans l'aftermath de la crise de 2009. Recettes en baisse, prix des céréales importées en hausse. Quand vous faites le calcul, vous vous rendez compte que ça représente l'augmentation du prix des céréales pour les premiers déciles de revenus, les 20, 30, 40% de gens qui gagnent le moins, ça représente plusieurs dizaines de pourcents d'augmentation du prix de l'alimentation que l'État n'est pas capable de compenser. Boum, 1789, même processus. 1789 a été précédé d'une famine en 1788 qui a directement contribué au déclenchement des troubles. Alors si vous mettez en face un roi qui s'occupe de ses serrures, c'est mieux. Donc effectivement, dans ces pays-là, vous aviez en face des dirigeants qui n'étaient plus d'un dynamisme extrême, mais ça n'a pas été la seule cause. Ça n'a pas été la seule cause. Et les médias français se sont fait plaisir en expliquant que les gens voulaient la démocratie. Si vous retrouvez des images d'archives de l'époque, vous verrez que les gens voulaient avant tout du pain. Hein? Mais enfin, c'est pas la seule fois où les journalistes français se sont fait plaisir en confondant les faits et leur agenda. Dernier point, ici vous allez avoir juste ce qui permet de comprendre jusqu'où on doit agir si on veut s'occuper de cette affaire. Vous avez ici en haut la manière dont évoluent les émissions planétaires, encore une fois, peu importe les unités. Retenez juste que ça a été multiplié par presque 3 en l'espace de 50 ans. Où va le CO2 qu'on met dans l'air? Une partie passe dans l'eau, dans l'océan. L'océan dissout, l'eau dissout le CO2 quand vous mettez du CO2 dans l'air. Ce faisant, il s'acidifie.
Une partie accroît le stock de carbone dans les écosystèmes terrestres. Pour le moment, ça marche bien, peut-être qu'un jour, ça se renversera. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, le réchauffement deviendra tellement important que les forêts vont se mettre à brûler, les sols vont se mettre à libérer le carbone qu'ils contiennent, etc. Et à ce moment, au lieu que les écosystèmes terrestres soient une pompe à carbone, ils peuvent devenir une source de carbone. C'est un truc qui est parfaitement envisagé dans un certain nombre de simulations. Alors pas la semaine prochaine, à l'échelle du siècle, ça peut très bien arriver. Et ce qui ne va ni dans l'un ni dans l'autre reste dans l'atmosphère. Alors quand vous voyez ça, vous vous dites, bah c'est simple, si on veut que ça s'arrête d'augmenter dans l'atmosphère, il faut que je divise les émissions planétaires par 2. En fait, le système est dynamique, il faut aller plus vite que ça. Il faut les diviser par 3 d'ici à 2050, et du reste, continuer à baisser ensuite, et il faut qu'à la fin du siècle, ça soit devenu non seulement nul, mais négatif. C'est-à-dire qu'à la fin du siècle, il faut qu'on retire du CO2 de l'atmosphère, si on ne veut pas que la température augmente trop rapidement et pas courir trop de risques. Donc ça veut dire qu'à la fin du siècle, on ne doit plus utiliser que des énergies qui n'émettent pas de CO2, et en plus trouver des dispositifs pour prendre du CO2 dans l'atmosphère et le refoutre sous terre. Hein? Alors maintenant, je vais transposer ça à la France. Voilà à quoi ressemble le bilan carbone du français. C'est quoi le bilan carbone du français ? C'est la contrepartie en termes d'émissions de gaz à effet de serre de ce que vous consommez sur une année. Alors pas vous en particulier dans cette salle, je prends le français moyen, donc vous savez qu'il n'existe pas. Et mon français moyen, je regarde combien on a émis de gaz à effet de serre pour qu'il puisse consommer ce qu'il consomme. Alors le français moyen consomme, certes en achetant des choses, il consomme aussi des tas de trucs en ne les achetant pas. Par exemple, quand vous envoyez vos enfants à l'école, parce que l'essentiel des gens dans cette salle sont un peu trop vieux pour y aller, vos enfants bénéficient d'un service assuré en France par l'État. Pour que ce service puisse prendre place, il faut construire des bâtiments, ça émet du CO2. Il faut que les enseignants viennent dans les bâtiments, ça émet du CO2. Il faut fabriquer des ordinateurs de plus en plus, ça émet du CO2. Il faut le chauffer, ça émet du CO2, etc. Donc quand votre enfant va à l'école, eh bien la contrepartie de ce service dont il bénéficie, c'est des émissions de gaz à effet de serre. Il y en a. Et quand vous achetez un pull ou une brosse à dents, il a fallu que quelque part des processus industriels prennent place pour que vous puissiez acheter ce bien. Donc il y a des émissions qui vont derrière. Alors ce que vous avez ici, c'est la contrepartie de tout ce qu'un Français fait sur une année. Alors, une partie des Français font construire. Si je ramène ça à l'ensemble de la population, eh bien par personne, ça me représente presque 500 kg équivalent CO2 par an. Donc un Français, si j'étale sur sa vie le moment où il va faire construire, ou quelqu'un d'autre fera construire, eh bien quelques centaines de kilos équivalent CO2 par personne et par an. Ensuite, ce logement, il va être chauffé. Je vous l'ai montré tout à l'heure que l'essentiel du chauffage était fait avec autre chose que de l'électricité, et même quand il y a de l'électricité, il y a un peu de CO2. Donc, vous avez des émissions qui vont en contrepartie du chauffage. Alors là, vous n'avez pas le chauffage du bureau, vous n'avez pas le chauffage de l'usine. Le chauffage du bureau, il est inclus dans les services qui sont mis à votre disposition, les émissions professionnelles ont disparu, et il est inclus dans la fabrication des biens de consommation que vous allez acheter. Le chauffage de l'hypermarché, pareil. Vous ne le voyez pas ici, il est réparti sur tout ce que vous achetez au supermarché ou à l'hypermarché. C'est le principe où tout est vu du consommateur et pas du producteur. Donc, vous avez un logement qui est chauffé, vous mangez. Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, un tiers des émissions dues à l'alimentation, c'est la viande. Là-dedans, pour l'essentiel, c'est de la viande rouge. Et si je rajoute les laitages, c'est 50%. Donc la filière bovine, on peut trouver ça, c'est pas une affaire de jeter l'anathème, le fait est que la filière bovine représente la moitié des émissions liées à l'alimentation en premier ordre de grandeur. Les autres biens de consommation, donc c'est tout ce que vous allez acheter, et là, surprise, les ordinateurs et les télévisions, c'est un tiers de l'empreinte carbone de vos achats de biens de grande consommation. Un tiers. Par rapport à 1990, là vous avez une photo en 2010, l'empreinte carbone d'un Français a augmenté, et les 2 tiers de l'augmentation, c'est ça, qui n'existait pas en 1990. Donc aujourd'hui, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, les technologies de l'information ne diminuent pas l'empreinte carbone d'un Français, elles l'augmentent. Parce qu'il faut fabriquer tous les objets, encore une fois, cet engin-là, quand vous le fabriquez, c'est 1 tonne de CO2. Ça là. C'est comme si vous brûlez 300 litres de pétrole. Pour fabriquer un truc comme ça, il faut brûler l'équivalent de 300 litres de pétrole. Ça fait une grosse baignoire. Une bonne baignoire. Et enfin, vous vous déplacez. Donc là, c'est que les déplacements que vous faites à titre personnel. Il y a domicile travail là-dedans. Il n'y a pas les déplacements professionnels. Donc s'il y a un VRP dans cette salle, ces déplacements ne seront pas là-dedans.
Si vous prenez l'avion pour aller à l'autre bout du monde parce que votre patron vous l'a demandé, évidemment vous ne ferez jamais ça pour avoir des miles, eh bien c'est là-dedans. C'est pas là-dedans, pardon. Là-dedans, c'est juste ce que vous faites à titre personnel. Et enfin, ici, c'est les services. Donc les services publics, c'est quoi? C'est essentiellement l'éducation et l'hôpital. Hein. Là, c'est pareil, entre 1990 et 2010, l'empreinte carbone de la santé a doublé. La population vieillit, la médecine se technologise. La contrepartie de tout ça, c'est que maintenir les gens en vie conduit à plus d'émissions de CO2 qu'avant. Vous retrouvez ici une des explications à pourquoi est-ce que les Anglais ont commencé à dire que passé un certain âge, il n'y aurait plus de soins coûteux. C'est une manière brutale, mais c'est une manière de poser le débat sur l'équité entre générations. Quand les ressources commencent à devenir limitées, est-ce que l'urgence, c'est de maintenir les vieux en vie ou c'est de les donner aux jeunes? Vrai débat que les Anglais, comme d'habitude, ont abordé à leur mode, extrêmement pragmatique, et je pense que ce débat est posé de toute façon, et il finira par trouver une réponse, souhaitée ou pas. Si on divise les émissions planétaires par 3, et qu'on considère qu'on arrive dans un monde parfaitement communiste, c'est-à-dire que tout le monde a droit aux mêmes émissions par personne, je ne dis pas que c'est souhaitable ou pas, c'est mon hypothèse, eh bien voilà les émissions maximales par personne auxquelles nous avons droit. Nous avons 40 ans pour passer des émissions qui sont décrites là aux émissions qui correspondent aujourd'hui au seul poste, par exemple, biens de consommation, ou au seul poste, service public, plus construction. Ça vous donne un ordre de grandeur de ce que signifie pour de vrai ce fameux facteur 4 dont vous avez peut-être entendu parler en ce qui concerne l'orientation de la France. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est complètement schizophrène, parce qu'une bonne partie des gens vont dire « Ouais, c'est vachement bien le facteur 4 », puis quand on leur dit « T'es d'accord pour prendre ta part à ça ?» un peu moins d'accord. Donc le fond du débat, il est là. Hein. Le fond du débat, il est vraiment là. C'est comment est-ce qu'on fait, dans la joie et la bonne humeur, et pour le moment en restant en démocratie, parce que c'est ça le cahier des charges, comment est-ce qu'on fait pour passer de 10 à 2 quelque chose, hein, en l'espace de quelques décennies. Voilà. Eh bien, comme mon train est demain matin, moi j'ai toute la soirée pour en discuter. Qui veut poser la deuxième question? Il faut toujours un lanceur de questions. Je vais m'y impliquer. Est-ce que vous savez s'il faut isoler votre logement ou pas avec ça? Bah, je dirais que oui. Je dirais oui, parce que ça va coûter de plus en plus cher, donc plus vite on va s'y mettre. Et avec une isolation qui ne va pas être à renouveler trop tôt, parce que ça va être compliqué dans 20 ans ou 30 ans de refaire la même opération. Ça va coûter un peu plus cher. J'avais une question, enfin, un peu d'ordre général, c'est là on a parlé énergie, mais on pourrait aussi parler économie, on pourrait parler géopolitique. Enfin, tous ces sujets sont complètement liés les uns aux autres, et quand on essaie de trouver des solutions, on passe d'un poste à l'autre, le nucléaire étant un des aspects, mais pas le seul. Et je dirais ce qui manque, c'est des indicateurs, un peu que chacun puisse comprendre, et où chacun puisse voir un peu à quel moment ça dérape. Vous en avez donné quelques-uns, mais est-ce qu'il y a ce genre d'indicateurs? Est-ce qu'on est capable de se les créer soi-même? Moi, ça fait un moment que je regarde un peu tous les chiffres, les courbes, etc. Et c'est vraiment déjà complexe à lire. Donc pour se sensibiliser soi-même, sensibiliser les autres. Donc je remercie votre femme d'être venue aujourd'hui. Parce que j'essaie de lui expliquer, et elle avait tombé à me croire. Et ouais, c'est à ce moment-là que mes filles dans 20 ans n'aient pas le niveau de vie de ma grand-mère, quoi. Ce serait quand même bien, mais maintenant, je ne sais même pas si c'est encore gérable, et qu'est-ce que je peux leur raconter pour qu'elles aient envie de faire progresser leur environnement, leur société dans laquelle elles vont vivre bientôt. Alors, c'est un des problèmes cruciaux, celui que vous posez, parce que vous savez qu'un indicateur, ou une batterie d'indicateurs, c'est un tableau de bord, c'est ce qui sert à se repérer dans le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, les seuls indicateurs un peu macroscopiques dont on s'est doté pour se repérer dans le monde dans lequel nous vivons sont des indicateurs de flux.
Il mesure la vitesse à laquelle on prélève et on transforme. Tous les indicateurs économiques, dont à commencer par le fameux PIB, mais la valeur ajoutée, en fait, la valeur ajoutée est un indicateur de flux. C'est quoi la valeur ajoutée? C'est je prends dans une entité économique la valeur de ce qui rentre, je regarde la valeur de ce qui sort, et la différence entre les deux s'appelle la valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous avez fait entre les deux? Vous n'avez pas créé de minerai, vous n'avez pas créé d'énergie, vous n'avez pas le droit. Tout ce que vous avez fait, c'est d'apporter du travail humain. Donc la valeur ajoutée, c'est la fiche du travail et des rentes. C'est la fiche de paye et les rentes, avec une répartition qui change au cours des âges, que vous donnez à des agents humains pour prélever des ressources et en faire autre chose. Plus vous avez de valeur ajoutée, plus vous avez, toutes choses égales par ailleurs, prélevé de ressources pour en faire autre chose. D'accord? Donc la valeur ajoutée est une unité de flux. Le PIB, qui est l'ensemble des valeurs ajoutées, puisque le PIB est par construction l'ensemble des revenus des acteurs ou la valeur de l'ensemble des produits finis, c'est pareil, puisque les produits finis, vous ne payez pas les ressources, vous payez du travail, eh bien, c'est par construction un empilement de fiches de paye et de rente. C'est le seul indicateur agrégé dont nous nous soyons dotés. C'est le seul. Si, c'est le seul. Vous savez, vous connaissez peut-être ce mot rigolo de Boiteux, là, qui était un économiste et par ailleurs un président passé d'EDF, qui a dit un jour, l'argent c'est ce qu'on a inventé pour comparer entre elles des tas de choses qui ne sont pas comparables. C'est exact. Donc il a dit très exactement ce à quoi sert l'argent, c'est l'indicateur le plus agrégé que nous ayons, par construction. Donc les seuls agrégats que nous allons avoir à notre disposition sont des agrégats économiques. Vous n'avez pas un agrégat, il y a des gens qui se sont essayés par exemple à l'empreinte, merde, les hectares, là, je me rappelle plus, comment ça s'appelle ce truc là, l'empreinte écologique, non? Les hectares. Et ils ont essayé de tout ramener à des hectares. En fait, vous vous rendez compte que la société n'est pas faite pour être capable de désagréger cet indicateur au niveau des actes individuels. Vous n'y arrivez pas. Le seul indicateur aujourd'hui que vous arrivez à désagréger au niveau des actes individuels parce qu'il y a de l'énergie fossile partout, c'est le bilan carbone. C'est l'empreinte carbone. C'est le seul indicateur non monétaire que vous êtes capable d'utiliser de manière agrégée dans un système comptable complet. Mais sinon, aujourd'hui, il n'y en a pas d'autre. Si vous voulez faire un indicateur poisson, il n'existe pas. Il y a des poissons là-dedans. Il y a des poissons là-dedans parce que les ouvriers qui ont fait ce truc-là, ils ont mangé quelques poissons et parce que les mineurs qui ont... Enfin, d'accord, vous avez un indicateur poisson. Mais rien n'est prêt pour le calculer. Vous avez aussi un indicateur arbre, vous pouvez avoir un indicateur zinc, vous pouvez avoir un indicateur cuivre, un indicateur carbone, un indicateur uranium, enfin vous prenez tout ce que vous voulez, vous l'avez toujours. Hein. Mais la société n'est pas outillée pour être capable de traiter tous ces indicateurs, ni même un agrégat de tous ces indicateurs autre que monétaire. C'est une des causes de malentendus, parce que du coup tout le monde confond des flux et des stocks. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous tapez dans des ressources qui sont données une fois pour toutes, et qu'une fois que vous les avez transformées, vous dites ça vaut quelque chose, vous êtes conduit par construction à taper de plus en plus vite. C'est un système qui vise le déséquilibre et qui ne vise pas l'équilibre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc le système crée des malentendus et pourtant c'est le seul système agrégé que nous ayons à notre disposition. Donc mais j'ai pas de proposition miracle à vous donner au sens de on appuie sur un bouton et dans 3 semaines c'est en place. Non mais oui, mais c'est un vrai sujet. Encore une fois, c'est si on le dépasse, pardon, c'est quoi la batterie? Même le PIB, tout chacun arrive à comprendre les indicateurs qui sont fournis. Oui, mais lesquels? Le PIB, c'est un indicateur que les gens voient sa réactivité et ne le comprennent pas en tant que... Je suis d'accord, mais pour ça, il faut avoir ailleurs d'autres personnes, parce que vous savez, le PIB, vous avez des armées de comptables publics qui le calculent. Si vous voulez un indicateur poisson, il faut avoir des armées de comptables qui vont... Non, mais c'est exactement le même sujet. Donc, vous avez besoin, si vous voulez un indicateur autre, vous avez besoin de gens, tout simplement, pour le calculer. Et à votre échelle, si vous n'avez pas quelque part déjà les données primaires pour le calculer, vous n'y arriverez jamais, parce que vous n'allez pas arpenter la Terre entière pour recueillir les informations primaires qui permettent d'eux. Vous n'allez pas compter les poissons dans chaque bateau qui pêche. Donc, à votre niveau, ce que vous pouvez faire de moins mal, c'est d'essayer de récupérer des informations qui sont déjà collectées à droite et à gauche, voir quel est le degré de confiance que vous accordez à la personne qui a fait ce boulot, et à ce moment, vous appuyez dessus ou pas. Deuxième question. Ce qui est l'œuvre d'une vie, c'est compliqué. Déjà parler comme ça de coût et déjà on sort de la solution, puisque
Si on reste dans le même principe de pouvoir grossir et d'avoir c'est évident qu'on va la catastrophe. Alors C'est la question que j'ai posée auquel vous n'avez pas répondu, c'est-à-dire est-ce que la transition écologique est compatible avec la société capitaliste dans laquelle on vit actuellement, qui est une société du toujours plus? Alors, ce qui est... Donc, et une autre remarque par rapport à votre exposé, une petite remarque par rapport au nucléaire, vous ne le classez pas dans les énergies fossiles. Alors jusqu'à preuve du contraire, l'uranium, il ne se fabrique pas, c'est une énergie fossile comme n'importe quelle autre énergie, que ce soit le gaz ou le pétrole. Alors, sur ce deuxième point, c'est une question de nomenclature. On appelle énergie fossile, c'est comme ça que c'est défini, ce qui est un fossile, c'est-à-dire un reste de vie ancienne, ce qui ne concerne pas l'uranium. Ça ne veut pas dire que les ressources sont illimitées, c'est juste en termes de l'adjectif qu'on utilise, c'est pas fossile, voilà. En ce qui concerne, est-ce que c'est compatible avec la démocratie? J'ai envie de vous dire, j'espère que oui, mais j'en sais rien. Voilà, c'est ce que je peux vous répondre de mieux. J'espère que oui, mais j'en sais rien. Le capitalisme est consubstantiel de la démocratie, pour ça il faut relire Tocqueville. Le capitalisme est consubstantiel de la démocratie, dit Tocqueville. Je vous invite à lire ce bouquin qui a été écrit en 1840. Non, mais lisez-le. Est-ce que vous l'avez lu? Alors, moi je pense que ce qu'a écrit Tocqueville est très difficile à réfuter. Tocqueville dit les choses suivantes. Il dit à partir du moment où vous êtes en démocratie, la règle du jeu en démocratie, c'est qu'on dit à chacun tes droits au départ sont les mêmes que ceux des autres. Et du coup, ce que ça fait, c'est que si à l'arrivée vous avez moins que le voisin, vous n'êtes pas content. C'est un mouvement extrêmement puissant qui est à l'œuvre dans tous les pays démocratiques. Je vais finir de répondre à la question de monsieur, si ça ne vous ennuie pas. Donc, je pense que ce truc-là est une donnée d'observation qui est très difficile à réfuter. Tocqueville expliquait qu'en démocratie, les gens deviendraient consuméristes, individualistes, jouisseurs, rouspéteurs, préoccupés du court terme et absolument pas du long terme, etc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une virgule à changer par rapport à ce qu'on observe autour de nous, que les médias occuperaient une place centrale dans l'équilibre des pouvoirs. Enfin, c'est absolument extraordinaire que les droits des femmes augmenteraient, 1840. Donc, c'est absolument... que la publicité ferait son apparition. Donc, il joue le sociologue, voilà, il dit pas, vous savez, le sociologue, il dit pas si c'est bien ou c'est mal, il dit voilà comment ça évolue. Donc la manière dont il décrit l'évolution de la société des hommes sous l'effet de la démocratie, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, me laisser finir mes phrases? Alors on va vous passer le micro, il n'y a pas de problème. Donc, pour finir là-dessus, donc il explique que la démocratie est un système qui structurellement donnera énormément d'inertie au paquebot. Voilà, si je prends une image. Donc, est-ce que, moi je pense qu'on peut sortir de ce truc-là en restant dans la démocratie? Je vous le dis très sincèrement, je n'en sais rien. Est-ce que, quand je me lève le matin, j'ai quand même envie de faire ce que je peux pour qu'il en soit ainsi? La réponse est oui. C'est pas la même question, mais c'est la seule à laquelle j'ai une réponse. Drabena Gosdala Rédier, je vais continuer en français pour ne pas être traité d'Atayola du breton. Vous pouvez poser la question en breton, juste j'y répondrai pas parce que je c'est comprends pas pas. une question, ça va être un texte. L'opposition au nucléaire a bien été un des fondements de l'écologie politique. C'est pas une question. Pas réduite aux seuls risques environnementaux. Pardon, excusez-moi, j'ai bien compris que c'était pas une question. C'est un texte. D'accord. Je reprends. L'opposition nucléaire a bien été un des fondements de l'écologie politique. Elle ne s'est pas réduite aux seuls risques environnementaux, de santé publique, d'accidents, d'attentats ou de prolifération de l'arme nucléaire, mais s'est aussi construite sur une critique radicale d'un type de société centralisée, au pouvoir autoritaire et technocratique concentré dans un mode de production qualifié de productivisme, particulièrement en France, de capitalisme d'État en parallèle au capitalisme privé et au libéralisme économique. C'est le combat anti-nucléaire qui a construit la dimension politique de l'écologie. L'industrie nucléaire implique un mode de production militarisé et une société policière. Je poursuis. Non, on est dans un débat, on n'est pas là dans... Attendez, laissez-les poursuivre. Laissez-les poursuivre. En démocratie, on peut peut-être voter pour savoir si on continue. Mais non, mais attendez, moi ça me dérange pas du tout. J'ai trois lignes. Non, mais allez-y. Allez-y. Vous êtes là, allez-y. Laissons-les s'exprimer.
Abandonner de fait la priorité du combat antinucléaire au nom d'une urgence écolo sélective, c'est renoncer au projet de démocratie dont est porteur l'écologie politique. À force d'être réalos, certains leaders écologiques, politiques ou associatifs, ne se confrontent plus à la réalité, ils s'y soumettent. C'est un texte qui a été écrit par Didier Angers, député, anciennement député européen. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous souhaitez que je fasse des commentaires ou pas? Non, vous avez fait une intervention, donc je vous pose la question. Est-ce que vous souhaitez que je commente? Ah bon, alors je ne réponds pas. Vous pouvez expliquer avec vos mots, parce que sérieusement, j'ai bien compris. J'aimerais quand même faire quelques remarques pour la salle. Les Suédois sont-ils écologistes? Vu de France? Plutôt oui. Un Suédois consomme autant de kilowattheures électriques d'origine nucléaire par personne qu'un Français. Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? Vous avez un certain nombre de militants écologistes qui étaient contre le nucléaire, qui sont devenus, au nom de l'écologie, favorables au nucléaire. En France, vous n'en avez pas beaucoup, j'en avais un qui est à Londres. Mais en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, vous en avez un certain nombre. Normal? Pas normal. Vous avez un certain nombre de pays qui n'ont jamais utilisé le nucléaire et qui sont des pays parfaitement capitalistes, brutaux, etc. Je vais vous donner un exemple. L'Australie n'a absolument pas de nucléaire. L'Australie est un pays qui est plutôt capitaliste, qui est un pays qui est plutôt... enfin voilà, on n'a pas l'impression que c'est un pays qui ait des avancées écologiques particulièrement notables par rapport à d'autres. Donc, moi, on peut être contre le nucléaire, ça ne me dérange pas du tout. Pardon ? L'Autriche. Alors l'Autriche n'a pas de nucléaire. Ça ne l'a pas empêché d'avoir un des premiers partis d'extrême droite accédant au gouvernement. Donc enfin, vous avez, quand vous regardez un peu les faits... Non, mais, oui, mais enfin, quand vous regardez un peu les faits, vous ne trouvez pas de corrélation entre le nucléaire et quoi que ce soit d'autre. Je pense que c'était ça. Les flics, oui. L'Australie n'a pas d'armée et pas de flics ? Écoutez, en France, si on en a, malheureusement, et c'est lié au nucléaire. Vous voulez pas de flics du tout ? Je sais pas, si vous voulez pas de flics du tout, moi ça me dérange pas. Après, chacun prend un fusil, hein, mais... Non, mais on peut débattre de tout, moi ça me dérange pas du tout. Donc la seule chose, pour finir là-dessus, la seule chose que j'aimerais dire, c'est que quand on prend une option, il faut comprendre ce qu'on choisit et les contreparties, c'est juste ça. Vous savez, tant qu'on reste en démocratie, question qui a été posée tout à l'heure, il n'y a pas de nucléaire si 51% de la population décide qu'il n'y en a pas et en accepte les contreparties. À ce moment-là, moi j'ai strictement rien à dire. Donc on reprend les questions, merci. Demain vous êtes aux manettes, en plus de la taxe carbone, quelles sont les 3 mesures structurantes que vous prenez ? Alors, je vais parler malheureusement argent. Je suis désolé. Si on regarde ce qu'il faut faire pour que la France sorte, comme l'Europe soit dit en passant, de ce qui pour moi est l'urgence, c'est-à-dire sa dépendance aux combustibles fossiles, et là j'assume tout à fait le fait que moi je mets les combustibles fossiles au-dessus en termes d'emmerdement du nucléaire, eh bien il y a 2 ou 3 trucs qui sont absolument indispensables à faire. La première, c'est qu'il faut traiter le parc de bâtiments. Et traiter le parc de bâtiments signifie 2 choses. Ceux qu'on gardera, parce que c'est pas sûr qu'on puisse tous les garder, il faut les rendre thermiquement performants. Et un certain nombre d'autres, il faut les retourner au gazon et qu'au fil des changements d'occupants, les gens aillent se mettre ailleurs pour faire autre chose. Donc il y a un projet d'aménagement urbain qui va nous prendre 50 à 100 ans, qui, soit dit en passant, là je vais me faire quelques ennemis, suppose probablement qu'on supprime la maîtrise des documents d'urbanisme chez les élus locaux, parce que sinon vous n'y arriverez jamais. Donc ça c'est la réponse à est-ce que c'est compatible avec la démocratie. Vous avez quelques milliers de milliards d'euros à mettre là-dedans. Donc si vous regardez la quantité d'argent qu'il faut investir, c'est une mesure comme une autre, dans le fait de changer les villes et les bâtiments composant les villes, vous en avez pour quelques milliers de milliards d'euros. Vous avez un deuxième chantier qui est de diminuer la consommation de pétrole des transports. Et alors ça passe par 2 mesures. À court terme, la solution à la route sera la route, parce que c'est là que les gens habitent et parce que c'est ce qu'ils utilisent. Vous ne construisez pas de train là où vous avez 20 habitants hectares, ça ne marche pas. Vous en construisez même pas là où vous avez 50 habitants hectares. Pour que vous ayez un RER, il faut 100 habitants hectares, sinon ça ne marche pas.
Donc la solution à la bagnole, demain matin, c'est des petites bagnoles. Et là, on va dire que la bonne manière de s'y prendre, c'est de forcer l'acquisition. Et quand je dis forcer, c'est délibéré ce que je dis, hein, par les gens qui changent de voiture, d'une voiture qui consomme considérablement moins, fût-elle un peu plus petite, voire beaucoup plus petite, à coup d'un double système, incitatif et dissuasif. Le système dissuasif, c'est de remettre en place la vignette, c'est-à-dire un impôt croissant proportionnel à la consommation de la voiture. Et la mesure incitative, c'est que vous mettez en place une prime à la casse extrêmement significative pour des gens qui vont remplacer une bagnole à 6 litres par une bagnole à 2 litres. Alors vous avez un petit truc à faire au passage, c'est qu'il faut pouvoir refaire de la politique industrielle. Aujourd'hui, l'Europe s'est mise dans une situation dans laquelle elle ne peut plus faire de politique industrielle. C'est quoi la politique industrielle? C'est je vais voir Renault ou Peugeot et je leur dis je te file 10 milliards et tu me sors des bagnoles à 2 litres au 100. Vous n'avez pas le droit de faire ça aujourd'hui. Vous vous faites taper sur les doigts par ce qu'on appelle la Commission de Bruxelles, qui est en fait le consensus des Européens, pour créer un système dans lequel vous n'avez pas le droit de financer des acteurs nommément désignés, sauf si c'est le consommateur. Sinon, vous n'avez pas le droit. Donc on a mis en place un système à la noix, dans lequel on va filer des primes aux consommateurs, en espérant qu'ils vont acheter des bagnoles françaises, et que là-dessus, on espère que les Français auront encore assez d'argent pour faire de la R&D. Un truc qui ne marchera pas. Mais donc pour répondre à votre question, il y a un sujet sur les transports, et le train viendra derrière quand on aura reconcentré les villes. Dit autrement, le train il est cohérent si vous recréez un noyau de nœuds urbains au maillage d'un réseau ferroviaire dans lequel vous desservez des villes qui sont compris entre 5000 et 200 000 habitants. Voilà. Les mégapoles ne survivent pas en période énergétique contrainte parce que leur emprise spatiale est beaucoup trop importante. Elles sont beaucoup trop, qu'elles soient denses ou étalées, c'est pas le sujet. L'emprise spatiale des mégapoles pour pouvoir survivre va très au-delà de ce que des transports contraints vont pouvoir offrir. Ça, vous en avez pour 50 à 100 ans. Donc on retombe sur la question des pas de temps. À mon avis, avec une élection tous les 2 ans, ça va être compliqué. Ensuite, sur la partie industrielle, vous avez en gros deux embranchements. Vous avez un premier embranchement qui est l'efficacité énergétique, parce qu'il y a encore des gros gisements dans l'industrie. Et vous avez un deuxième embranchement qui est la décarbonation des sources d'énergie. Et là, 2 embranchements à nouveau. Ou bien vous êtes dans un pays qui s'appelle la Suède, plein de montagnes, plein de forêts, 9 millions de Pékin. Aucun problème, l'industrie tourne sans un gramme de pétrole, de charbon et de gaz en première approximation. La Suède n'utilise pas de gaz et de charbon dans son industrie. Ils utilisent du bois et de l'électricité qui est à parité hydroélectrique et nucléaire. D'accord ? Mais c'est 9 millions de Pékin sur 350 000 km². Quand vous êtes 65 millions de Pékin, et qu'en plus vous voulez que ça augmente pour payer les retraites, sur un pays de 550 000 km², c'est pas une option ouverte. Donc à ce moment, les options ouvertes sont la décrue de la consommation, ça s'appelle la baisse du pouvoir d'achat, on y est déjà, hein, mais bon, c'est une option. Vous avez une autre option qui est la décarbonation de l'énergie, et là, ou bien vous avez assez de montagnes et de forêts, c'est pas le cas en France. Les éoliennes, on peut en discuter, mais en termes d'ordre de grandeur, on n'y sera jamais. Et à ce moment, l'arbitrage se fait entre consommation et réacteurs nucléaires. Donc si vous voulez pas de nucléaire, vous baissez fortement la consommation. C'est ça la contrepartie. Encore une fois, si 51% des gens sont d'accord pour diviser leur consommation par 10, ça ne dérange absolument pas. Par contre, parce que moi j'ai les chaussettes trouées et que je me fais traîner par la main pour aller dans les magasins. Mais, il faut bien comprendre que c'est ça la contrepartie. D'accord ? Mais, encore une fois, si c'est ça le choix, ça ne me dérange absolument pas. Moi, je ne suis pas, je vais peut-être vous surprendre, je ne suis pas un défenseur du nucléaire au sens où je pense que c'est indispensable. Je pense que c'est indispensable compte tenu le niveau de résistance de la population actuelle. Ça, oui. Mais dans l'absolu, je m'en fous, pour ou contre. Donc, voilà, donc je pense avoir répondu à peu près à la question. Alors, quel est le système économique et fiscal qui entoure ça? Il faut baisser très fortement le coût du capital, parce qu'aujourd'hui, les rendements attendus par les investisseurs privés sont très au-delà de ce qu'il faut faire pour piloter cette évolution. Vous n'avez pas de solution à mon problème dans un monde dans lequel toutes les sociétés qui doivent investir des sommes très significatives sont cotées en bourse avec des actionnaires qui attendent 8% de rendement sur capitaux investis. C'est même pas la peine. Ça, c'est même pas la peine d'y penser. Ça marchera pas. Donc vous avez un vrai sujet. Enfin, c'est la censure s'applique, merde. Vous avez un vrai sujet. Vous avez un vrai sujet. C'est bon? On m'entend? Vous avez un vrai sujet de définanciarisation. Vous avez un vrai sujet de définanciarisation de l'économie.
On n'y arrivera pas avec une économie financiarisée. Et alors, ce qui est très intéressant, je trouve, dans le climat actuel, c'est que vous avez un certain nombre de gens qui commencent à le dire de manière très... Je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai acheté il n'y a pas longtemps le bouquin d'un journaliste qui s'appelle François Langlais, qui s'appelle « La fin de la mondialisation ». Alors,